Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Dans l'actualité ce vendredi au Bénin, le forum halieutique entre la délégation du Royaume du Maroc et la République du Bénin. Les discussions entre les deux pays portent sur le thème priorité de coopération bilatérale en faveur du développement du secteur halieutique comme locomotive de l'économie bleue. Les détails du forum dans ce journal. La société Biofarm ouvre les portes de son unité de transformation de jus de fruits à Zé, c'est dans l'Atlantique au Bénin. Elle bénéficie du financement du programme de partenariat entre le gouvernement béninois et la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique. L'inauguration a eu lieu ce vendredi même devant le ministre en charge des petites et moyennes entreprises. Enfin, on parlera des forces armées béninoises qui se préparent activement pour faire face à la menace terroriste en milieu urbain. En témoigne l'opération qu'elles ont menée à titre de simulation de concert avec la police républicaine, c'était jeudi à Cotonou. L'opération baptisée Métropolis 2024 a été accompagnée d'une opération de consultation gratuite offerte par les médecins militaires. Voilà pour le programme de ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Après la campagne de prospection scientifique et d'évaluation des stocks et d'études de l'écosystème marin du Bénin, un forum halieutique s'est ouvert entre les délégations du Royaume du Maroc et le gouvernement du Bénin. Il a porté sur les thèmes priorité de coopération bilatérale en faveur du développement du secteur halieutique, ceci comme locomotive de l'économie bleue au Bénin. Teddy Koudalo pour les détails. Entre le Bénin et le Royaume du Maroc, il existe désormais un accord de coopération halieutique. Cette signature des ministres en charge des questions de pêche maritime des deux pays matérialise ce désir. Les signatures sont apposées sur les différents documents à l'occasion de ce forum halieutique qui porte sur la thématique priorité de coopération bilatérale en faveur du développement du secteur halieutique comme locomotive de l'économie bleue. Notre volonté commune de saisir toutes les opportunités qu'offrent les secteurs halieutiques et de l'économie bleue s'appuie sur d'abord la nécessaire solidarité pour faire face ensemble à tous ces défis qui se profilent et qui sont nés notamment du dérèglement climatique. On l'appelle changement climatique, mais en réalité, il y a un dérèglement à la racine et qui donne ces changements. Et évidemment, ces troubles géopolitiques que vit le monde aujourd'hui. Et bien sûr, nous voulons également mobiliser et valoriser les acquis et l'expérience de développement du secteur halieutique dans nos deux pays. Les documents signés fixent les principes et les modalités de mise en œuvre de la coopération dans les domaines de la formation, de la recherche scientifique et technique en matière de pêche maritime et bien d'autres. La rencontre se veut un moment d'échange entre des opérateurs et des professionnels des deux pays. Lorsque son potentiel est bien exploité, l'économie bleue pourra apporter des réponses aux défis à court, moyen et long terme tels que la lutte contre les pertes de la biodiversité, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la réduction de la pauvreté et la recherche de mesures de résilience des pressions grandissantes sur les ressources naturelles. Vous comprenez donc bien avec moi que les ressources halieutiques doivent désormais représenter pour notre pays un enjeu capital. Elles doivent faire l'objet de stratégies économiques et politiques opposant divers acteurs à différentes échelles. La séance de travail s'inscrit dans le cadre d'une ambition commune, celle du renforcement des liens et favoriser les partenariats institutionnels et privés pour pleinement exploiter le potentiel économie bleue. Et toujours la page économie de ce journal, la société Biofarm implantée dans la commune de Zé, c'est dans le département de l'Atlantique au Bénin, qui ouvre les portes de son unité de transformation de jus de fruits
L'infrastructure érigée a été inaugurée en présence de Modeste Kérékou, le ministre béninois en charge des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Les détails, Candide Houinda. Des comptes éco pour le ruban déjà. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît l'action? Biofarm met en service, aux côtés du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, son unité de transformation de jus de fruits. La structure est constituée d'une unité de production, d'un bloc administratif et d'un magasin de stockage des produits finis selon les normes requises. Implantée au quartier Wawata-Honto, dans l'arrondissement de Yokpo, commune de Zé, l'unité de transformation de jus de fruits, notamment l'ananas, est une belle opportunité pour les producteurs et jeunes de la commune. Toutes ces réalisations faites avec les tests de fonctionnalité réussis de la ligne de production nous permettent de passer d'un rendement avant l'appui de 30% à 47% aujourd'hui. Notre seul challenge actuel réside en la maîtrise de la consommation d'énergie et la personnalisation de nos contenants. Ces partenariats stratégiques permettent de promouvoir maintenant le développement économique, la compétitivité et la rentabilité des petits exploitants agricoles, des coopératives, des petites et moyennes entreprises locales et en particulier dans l'agriculture et les transformations de produits agricoles tels que l'ananas, le manioc, le maïs, les noix de cajou, noix de karité. L'unité de transformation de jus de fruits est le fruit d'un partenariat entre les gouvernements béninois et américains à travers la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique. L'entreprise a bénéficié d'un appui de près de 145 millions pour mieux asseoir ses activités et améliorer son plateau d'intervention. Occasion pour le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi de réaffirmer une fois encore la disponibilité du gouvernement à accompagner toutes les initiatives d'auto-emploi et de la création de richesses. Pour cette année 2024, nous avons 1 milliard pour accompagner les micro-petites entreprises immédiatement disponibles. Je dis bien immédiatement disponibles. Nous ne sommes pas une banque. On ne vous demandera aucun titre foncier, aucune garantie. On veut simplement savoir que vous êtes déjà en activité ou que vous avez un projet de vous installer et que vous intervenez dans une des nombreuses spéculations qui sont prises en charge. Biofarm est une entreprise semi-artisanale de production, de transformation et de commercialisation des produits agroalimentaires locaux sans ajout d'eau ni de produits chimiques de conservation. La société a une capacité de production de 2500 à 3000 tonnes d'ananas, pain de sucre produit au Bénin. Elle est en attente d'une autorisation de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments pour aller à la conquête des marchés locaux et régionaux. Santé, dans ce journal, le 13 février de chaque année est consacré par la communauté internationale à l'épilepsie, maladie chronique des neurones qui peut atteindre tout sujet, quel que soit son âge ou son sexe. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, plus de 80% des maladies épileptiques vivent dans les pays à revenus faibles ou à revenus intermédiaires. Plusieurs facteurs peuvent favoriser ce mal, nous dit Dr Gédéon Ballet, interrogé par Esther Tofa. On n'entend pas cause structurelle, en fait, toutes les anomalies qui peuvent toucher la structure même du cerveau. Donc, quelqu'un jeune, par exemple, qui fait un accident de la circulation et qui ensuite fait un traumatisme de la tête, un choc à la tête avec une lésion au niveau du cerveau, ça peut causer en fait des crises épileptiques. Également, quelqu'un qui fait par exemple un accident vasculaire cérébral, donc un AVC, qui touche le cerveau, peut également commencer à faire des crises épileptiques, donc les causes structurelles. Nous avons également des causes infectieuses, donc une infection qui va par exemple toucher le cerveau, ça va provoquer des crises épileptiques. Nous avons également des causes métaboliques, donc des anomalies du métabolisme peuvent provoquer en fait des crises épileptiques, donc une épilepsie. Les causes dysimmunitaires, des anomalies de l'immunité. D'accord ?
Nous avons également des causes génétiques. Donc, ce sont la plupart du temps, en fait, des personnes qui naissent avec l'épilepsie. Et également, il y a des épilepsies qui sont sans cause. Donc, de causes inconnues. Toujours parlant de ce mal, le cerveau qu'est l'épilepsie, il est craint par bon nombre de personnes, selon la croyance populaire, s'approcher trop ou de près d'un malade épileptique, surtout après une crise, constitue un risque de contagion. On écoute à nouveau le médecin neurologue. L'épilepsie, disons que c'est une maladie qui a été très longtemps taboue. Et il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu beaucoup de non-dits, il y a eu beaucoup de fausses affirmations. Et parmi l'une des grandes affirmations fausses dans l'épilepsie, en fait, c'est la contagion. Alors, l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. Alors, on a déjà entendu plusieurs choses. On a déjà entendu qu'un épileptique qui tombe, en fait, il ne faut pas passer par là parce que si tu passes par là, tu attrapes l'épilepsie. Un épilepsie qui crache par terre, vous marchez dedans, vous attrapez l'épilepsie. Alors, c'est complètement faux. Alors, c'est complètement faux. Un épilepsie qui tombe, il faut mettre du feu là pour éviter, en fait, qu'après, quand quelqu'un marche, il attrape l'épilepsie. C'est faux. Alors, est-ce que vous vous diriez, par exemple, que quelqu'un qui est hypertendu, qui est assis à côté de vous, vous allez attraper l'hypertension? Ce n'est pas vrai. L'hypertension artérielle, le diabète, ce sont des maladies chroniques. L'épilepsie, c'est également une maladie chronique, comme l'hypertension artérielle, le diabète. L'épilepsie ne s'attrape pas en discutant avec un épileptique, en marchant dans sa salive, en le touchant. Non, pas du tout. Nous avons cité tout à l'heure les causes de l'épilepsie. Ça signifie en fait qu'on peut ne pas naître avec l'épilepsie, on peut ne pas naître épileptique. Donc, ça ne peut pas être une cause génétique. Et après, on commence à faire des crises épileptiques. Donc, un adulte qui n'a aucune maladie, aucun antécédent, qui fait un accident de la voie publique, qui fait un AVC, peut faire des crises épileptiques. Donc, comprenez avec moi que l'épilepsie, ce n'est pas une maladie contagieuse. Il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. De la santé à la sécurité et défense, nous y sommes, les forces armées béninoises qui se préparent activement pour faire face à la menace aux terroristes en milieu urbain. En témoigne l'opération qu'elles ont menée à titre de simulation des conseils avec la police républicaine. C'était hier jeudi à Cotonou, placé sous la présidence du ministre délégué chargé de la défense nationale et de son homologue de l'intérieur et de la sécurité publique. Cet exercice baptisé Métropolis 2024 a été accompagné aussi d'une opération de consultation gratuite offerte par les médecins militaires. Regardez. Nous sommes à Goudomé, plus précisément à Tobendaro. Un commando de djihadistes armés jusqu'aux dents attaque un immeuble et prend plusieurs personnes en otage. Alertés à travers un fort détachement, les forces armées béninoises ripostent. Pick-up, tank, hélicoptère, tous les moyens appropriés sont mobilisés dans le cadre de cette bataille qui a duré plusieurs heures. Sur tout l'espace concerné par les hostilités, des soldats en faction prêts à intervenir. Au terme de cette opération interarmée et interministérielle dénommée Métropolis 2024, les forces de défense et de sécurité du Bénin réussissent à neutraliser l'ennemi. L'exercice Métropolis 2024 a trois objectifs essentiels. Le premier, c'est de tester les savoir-faire des forces de défense et de sécurité en cas de survenance de crise en zone urbaine. Le deuxième objectif est de tester la coordination en notre sein. Et le troisième, la coordination avec les camarades des forces de sécurité. Aujourd'hui, l'armée a commencé par s'apprêter à une éventuelle, on ne sait jamais. Ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est déjà arrivé à Grand Bassam, à se préparer pour contrer toute attaque dans une agglomération urbaine. C'est tout ce qui motive aujourd'hui l'exercice de ce jour. En marge de cet exercice, le ministre délégué chargé de la Défense nationale et son homologue de l'Intérieur et de la Sécurité publique sont descendus au centre de santé publique de Tobendaro
Objectif, constater le déroulement d'une opération de consultation gratuite et sensibiliser les populations sur le rôle qui leur incombe dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est le volet assistance médicale aux populations. Je crois que ça, c'est un volet qui crée un lien fort entre nos forces de défense et de sécurité et nos populations. J'ai vu des médecins spécialistes, des généralistes au travail avec beaucoup de détermination. Sans renseignement, sans collaboration avec l'environnement dans lequel l'armée évolue, il n'y a pas beaucoup de chances d'aller loin ou de gagner. Donc, les actions médicales gratuites ont pour but de ramener la population à l'armée. Métropolis 2024, c'est une mobilisation de plus de 800 soldats et 82 moyens matériels. À la fin de l'opération, les autorités partent satisfaites. Plus de 6000 motos et véhicules verbalisés en l'espace de 2 mois dans le département de Lomé. Les entorses aux règles de sécurité routière sont fréquentes dans ce département, mais la police ne baisse pas les bras à travers une présence permanente sur les routes, s'emploie à discipliner les usagers. Les motifs d'arrestation sont entre autres non-port de casque, excès de vitesse, surcharge ou non-respect des feux tricolores, défaut des pièces, nous explique Emma Houdonou dans ce récit. Désormais, vous roulez à droite, vous respectez votre couloir. Intense activité des éléments de la police républicaine depuis quelques mois à Porto Novo et en général dans le département de Lomé. Matin, midi et soir, ils sont sur les voies pour assurer des missions de sécurité et de sécurité routière. Non-respect des feux tricolores et des panneaux de signalisation, excès de vitesse, défaut de pièces, non-port de casque, surcharge, ils traquent tous les actes d'incivisme et d'entorse à la sécurité routière. Selon les statistiques de la police, 6329 motos et véhicules ont été verbalisés en l'espace de 2 mois dans le département de Lomé, soit de décembre 2023 à janvier 2024. Dans le département, les motocyclistes, beaucoup de motocyclistes n'aiment pas porter le casque. C'est à la vue des policiers qu'on met le casque sur la tête pour porter. Et quand on dépasse les policiers en même temps, on enlève le casque encore, comme si c'est pour la police qu'on porte le casque. Les signalisations routières ne sont pas respectées, alors que quelqu'un qui brûle le feu, il peut aller cogner celui qui a respecté le feu. Donc nous avons multiplié les contrôles pour le respect du code routier, pour le respect de la liberté des autres. Du côté des usagers, les verbalisations de la police assorties de contraventions à payer sont difficilement acceptées. Ils m'ont arrêté pour excès de vitesse. J'étais à 45 km sur le tableau, mais à ma grande surprise, on me montre que je suis à 103 km. Bon, je suis vraiment étonné. Actuellement, nous sommes à Misreté et nous sommes en agglomération. La vitesse maximale, c'est 60 km. J'étais à 69. Donc je crois que c'est pour ça qu'on m'a arrêté. Bon, c'est une opération qui est tout à fait normale, mais vous comprenez que la situation actuellement est difficile. Sortir de la maison ce matin comme ça et puis donner 10 000 francs à la police, ouais, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas pu donner 10 000 francs à ma famille ce matin. Donc c'est vraiment difficile. Si la contravention pouvait être peut-être réduite légèrement, tout le monde est faillible. Et ça va arriver. Ça, c'est des cas qui arrivent très souvent. Avec la multiplication des contrôles routiers, c'est désormais le jeu du chat et de la souris entre policiers et usagers de la route. Maintenant, aujourd'hui, les opérations d'essai de vitesse, on le fait à plusieurs endroits, tantôt à Sémé, tantôt à Ronsa, tantôt à Misreté, tout ça. Donc ils se disent aujourd'hui, quand ils sont en train de rouler, ils arrivent aux endroits où on fait les opérations contre essai de vitesse. Les gens ralentissent. Mais quand ils dépassent ces endroits-là, ils reprennent la vitesse. C'est pourquoi nous varions nos positions sur le terrain pour qu'à chaque fois ils se disent où est-ce qu'ils sont, pour pouvoir ralentir un peu. Maintenant, les pistes cyclables sur la route de Cotonou-Porto Novo, on fait l'opération tous les jours, matin et soir. Mais en pleine opération, vous voyez des motocyclistes qui vous dépassent et qui reviennent encore sur la chaussée. Malgré les cris d'offre des usagers, la police du département de Lomé compte maintenir la pression pour amener les usagers à adopter les bons comportements sur la route. Les montants actuellement, nous pensons même que les montants ne sont pas élevés, que nous sommes en train de proposer que les montants soient plus
revus à la hausse parce que c'est des réglementations, des arrêtés qui existaient depuis des années. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons remarqué pendant nos opérations? Les mêmes personnes sont prises pour les mêmes infractions N fois. Du coup, ils disent c'est 5 000 non, c'est 10 000 non, c'est pas grave, je vais payer. Ils paient les 10 000 francs et ils reprennent la même infraction. Donc ça veut dire que pour que les gens, ça entre dans leur habitude, nos opérations doivent s'inscrire dans la durée. Et quand ça s'inscrit dans la durée maintenant, il faudrait qu'on corse aussi les contraventions pour obliger les gens à pouvoir respecter la réglementation. Si on dit que tu fais essai de vitesse ou bien tu ne portes pas le casque, tu brûles un feu et tu paies 30 000, 40 000 francs comme contravention, je pense que tu ne vas pas vouloir reprendre. Mais actuellement, quand nous prenons les motos, nous marquons dessus le jour de l'opération et pourquoi la moto a été prise. Mais vous prenez des motos, vous voyez que sur le siège déjà, on a tellement écrit au blanco sur tout le siège de sa moto parce qu'on le prend pour la même chose plusieurs fois. Avec les sensibilisations et les répressions, les gens ont du mal à adopter de bons comportements. Mais nous ne serons pas fatigués. Nous, on a l'obligation de faire notre travail pour que les gens quand même arrivent à respecter le code routier. Les jours à venir, nous allons commencer par faire la répression contre les motocyclistes qui n'ont pas de plaque d'immatriculation. Parce qu'on a remarqué que la plupart des braquages que nous connaissons, c'est des motos qui n'ont pas de plaque qui commettent cette braquage-là. L'avertissement de la police est clair. Usagers de la route, respectez les règles édictées en matière de sécurité routière pour ne pas être durement frappés au portefeuille. À l'école supérieure de management USM Bénin, la journée du 14 février, jour de Saint-Valentin, est le moment idéal choisi par les responsables de cette école pour convier leurs apprenants à un séminaire de formation animé par Sira Seke Padonou. Les échanges ont porté essentiellement sur le thème Impact des réseaux sociaux sur l'amour en milieu estudiantin. C'est la deuxième rencontre de l'année académique en cours. Teddy Boudalo. L'instant est solennel pour ces apprenants de l'école supérieure de management venus de tous sites confondus. Il y en a là qui souffrent des affres du réseau social. Ils ne s'étaient pas préparés. Ils sont tombés dedans et aujourd'hui ça leur prend du temps, ça leur prend leur dignité, ça leur prend leur énergie, même côté spirituel, ça les pompe. L'attention accordée ici aux enseignements de Sira Padonou Seke sur les impacts des réseaux sociaux sur l'amour en milieu estudiantin est toute particulière. L'objectif de cette conférence, de ce séminaire, c'est d'attirer l'attention de nos jeunes étudiants sur leur devenir. On a attiré l'attention de nos jeunes étudiants. Demain, peut-être vous serez à notre place en tant que conférencière, en tant que parent, en tant qu'instituteur, en tant qu'éducateur. Et si entre-temps, vous avez déjà circulé sur les réseaux sociaux des vidéos, des images qui n'honorent pas votre personnalité, est-ce que vous pouvez vous en sortir? Parce que ça va ressortir, ça va ressurgir. Ce séminaire est le deuxième au titre de l'année académique 2023-2024. Il est régulièrement organisé à l'endroit des apprenants pour leur permettre d'avoir les rudiments nécessaires dans le but de mieux affronter les réalités de la vie active. Les responsables de l'école supérieure de management jugent cela capital dans le processus de formation. USM Bénin s'inscrit dans la démarche d'accompagner les apprenants sur le plan psychologique et affectif à travers l'organisation de ce séminaire instance instructive et festive. Nous devons noter que l'enseignement est différent de l'éducation. On peut avoir un bon parcours, on peut avoir de grands diplômes. Mais si en plus de tout ça, de toutes ces performances, vous n'avez pas une bonne éducation, toutes les portes ne vous seront pas ouvertes. La séance est faite également de moments de distraction avec la prestation de l'artiste Cécile. À ces rencontres de USM Bénin, le divertissement s'allie toujours à l'éducation et à l'enseignement.
Éducation toujours, on parle de la réforme du BEPC au Bénin. À partir du 10 juin 2024, en effet, tous les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC devront composer et en SPCT et en langue vivante 2. C'est une décision qui viendra corriger un certain nombre de situations confrontées par les apprenants. Comment les apprenants et candidats au BEPC de la partie septentrionale du Bénin, notamment de Nati Tengou, ont-ils accueilli cette réforme? La réponse dans ce sujet de la rédaction signée Régis Hippolyte Agasso. Plusieurs mois déjà que la réforme dans le domaine des enseignements au Bénin a annoncé un nouveau format dans la composition des épreuves du BEPC au Bénin. Désormais, en effet, tout candidat au brevet d'études du premier cycle devra composer en SPCT et en langue vivante 2, contrairement à ce qui se faisait et qui donnait la possibilité aux candidats de faire un choix, d'où le modèle court et le modèle long. Les candidats avaient la possibilité au BPC de composer physique ou les langues allemand ou espagnol. Donc il y avait MC, il y avait MS. Mais aujourd'hui, avec le nouveau format, il n'y a plus de choix. Ici, il faut dire que ceci va dans la ligne droite des options du gouvernement, de la politique gouvernementale qui consiste à valoriser l'enseignement technique et formation professionnelle. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les candidats de Nati Tengou sont aussi heureux que satisfaits de cette décision. Moi, je suis très content de cette nouvelle, car avec l'allemand, même si je travaille par exemple en PCT maintenant, si j'ai une bourse allemande maintenant, je peux aller en allemand et travailler là-bas. Oui, je suis très content pour ça. Et encore, si tu as la possibilité, tu peux travailler dans les deux matières et avoir brillamment ton BPC. C'est une très bonne nouvelle parce que ça permet aux élèves de faire n'importe quel travail. Parce que sans les physiques, on ne peut rien faire. C'est nécessaire de faire les deux selon moi parce que si on a de bons niveaux dans les deux matières, soit en physique ou en allemand, c'est bon dans la vie courante. Des réactions qui prouvent le travail combien important qui a été fait sur le terrain par les acteurs à divers niveaux de l'enseignement secondaire de la Takora depuis la naissance de cette réforme. On les a déjà mis en confiance et on les accompagne dans toutes les matières pour que certains élèves qui délaissaient certaines matières parce qu'à l'examen il va faire ML ou MC pour beaucoup plus se mettre au travail dans les différentes matières qui étaient au choix pour les différents examens. Donc ici à Impoliment, les enfants ne sont pas stressés pour autant par rapport à cette nouvelle formule du BEPC. Nous avons demandé aux AE de PCT de renforcer ces apprenants-là pour leur donner le goût des PCT. Parce que c'est leur matière qui est valorisée. Pour que les enfants ne prennent plus la PCT comme une matière compliquée. Les mettre dans le bain, les rassurer, les renforcer, faire des rémédiations avec ces enfants-là pour que au BEPC 2024, qu'ils s'en sortent bien. Et cela pour le bonheur de notre système éducatif. Les apprenants de Nati Tengou, candidats au BEPC 2024, voient en cette décision une porte ouverte à plusieurs possibilités de travail dans l'avenir. Cette nouvelle formule a beaucoup d'avantages parce que je peux mieux me défendre en espagnol. Au second cycle, je peux choisir entre la A, la D et la C. Selon moi, c'est une bonne décision parce qu'à notre ère maintenant, tout c'est la science, même dans la vie active. Ça fait que je pense que c'est une bonne décision que le gouvernement a prise. Voilà pourquoi chacun a pris ses dispositions pour y arriver. Avant, je négligeais l'espagnol, je me concentrais sur la PCT. Maintenant, je me concentre plus sur l'espagnol. Je me concentre sur l'espagnol et la PCT à la fois. Depuis l'année passée, comme on faisait l'allemand et la PCT depuis la 4e, on a déjà prévenu que cette année, il y aura la PCT et l'allemand. Donc depuis en 4e, moi, je mettais le paquet. Je traitais beaucoup d'exercices et beaucoup d'épreuves. Bon, moi, j'avais choisi la série, la deuxième langue vivante allemande, parce que je voulais faire en second cycle la série A1.
Mais lorsque le gouvernement a pris la décision qu'on doit composer la SPCT, bon, j'ai pris mes dispositions, j'ai commencé à traiter plus d'exercices. En tout cas, à Natikengu, les candidats au BEPC ont fait leur ce nouveau format de composition du BEPC et malgré tout, entendent profiter de cette occasion qui, disent-ils, leur permettra à l'avenir d'être plus aptes à choisir leur série et aussi, dans l'avenir, à embraser n'importe quel domaine d'activité. Et dans le monde de la presse, les professionnels des médias des 49 stations de radio, membres de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, ont célébré mardi la journée mondiale de la radio. C'est l'esplanade de la radio communautaire Solidarité FM de Djougou qui a servi de cadre aux manifestations officielles. Alassane Aruna, Abdou Sabi Rissou. Au-delà de son caractère festif, la journée mondiale de la radio offre l'opportunité aux professionnels des médias de réfléchir sur l'avenir des stations de radiodiffusion sonore à l'ère du numérique. Pour la 8e édition de cette journée célébrée à la radio Solidarité FM de Djougou, le président de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAB, rappelle devant autorités, journalistes et techniciens des 49 stations radio membres de cette fêtière le rôle et la place de cet outil de communication de masse. Par sa forte couverture quotidienne, elle garde le pouvoir d'être captée quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que ce soit dans une métropole ou dans une zone purement rurale. Grâce aux auditeurs fidèles qui écoutent tous les jours de la semaine la radio, les informations radiophoniques sont écoutées massivement. Elle offre une expérience intime et personnelle aux auditeurs. À quel développement pourrons-nous aspirer sans la contribution des radios? Celle-là qui donne l'information et attire l'attention des dirigeants sur les conditions de vie et les besoins des populations. Autant d'avantages qu'offre ce média de communication qui, en dépit des difficultés inhérentes à toute entreprise, reste et demeure un moyen de communication, d'information, d'éducation et de divertissement le plus pratique. Occasion pour le président du conseil d'administration de Radio Solidarité FM de Djougou de plaider pour un soutien plus accru en faveur des radiodiffusions sonores. C'est donc le lieu de plaider en faveur d'un soutien plus accru et sans faille des communautés, des cadres de nos départements, des partenaires techniques et financiers, afin de maintenir et renforcer les acquis de la radio dans sa lutte pour la stabilité, la paix et la cohésion sociale. La radio, un outil de communication pour la paix et la cohésion sociale. C'est le thème retenu au plan national. Ce thème choisi par la FERCAB pour la GMR 2024 nous interpelle. Surtout en ce moment caractérisé par des troubles entre les mêmes peuples. Les responsables d'organes de presse, journalistes et techniciens dont les actions contribuent à redorer le blason de l'espace médiatique sont encouragés à travers la remise d'attestations de mérite et de reconnaissance. Bien avant cette cérémonie officielle, un géant concert était donné au public à la place de l'indépendance de Djougou. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à toutes et à tous et bonsoir chez vous.